Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité ce soir, le coronavirus toujours au cœur des préoccupations alors que de nombreux pays tentent de reprendre une activité normale. L'Union européenne appelle ses membres à rouvrir leurs frontières intérieures. Au Nigeria, l'on note une forte augmentation du nombre de décès dans le nord du pays. Le coronavirus qui a poussé de nombreux pays africains à revoir l'organisation des funérailles. Cette tradition se fait désormais sans grand monde dans la plupart des familles. Dans ce journal, nous parlerons de la présidentielle de 2020 ici aux États-Unis. Les démocrates tentent de faire bloc derrière Joe Biden, mais les progressistes du parti font pression en faveur de programmes d'aide plus étendus. Une fois encore, bonsoir. Le Niger affirme ce mercredi qu'au moins 75 terroristes de Boko Haram ont été tués lundi dans 2 opérations militaires dans le sud-est du pays et en territoire nigérian, un bilan qui n'a pas pu être vérifié de sources indépendantes. D'après le ministère nigérien de la Défense, un groupe de 25 terroristes a été tué dans la grande ville de Difa, et une cinquantaine d'éléments ennemis ont été neutralisés dans la zone du lac Tchad sur le territoire du Nigeria. Les 2 opérations ont été menées par la force régionale de lutte contre les djihadistes. Pendant ce temps, en RDC, la présidence a annoncé hier soir la désignation d'un intérimaire à la place du directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, au lendemain de l'ouverture de son procès pour corruption présumée. Consécutivement à l'empêchement circonstanciel de M. Kamerhe, le président Félix Tshisekedi a chargé son directeur de cabinet adjoint, Désiré Casimir Kolongele et Bérand, d'assumer l'intérim, indique un communiqué lu sur la chaîne publique RTNC par un porte-parole du chef de l'État congolais. Par ailleurs, 4 civils, dont 3 femmes, ont été tués par les combattants ADF lors d'une attaque survenue mardi soir dans le village de Bonga Chuluna, au nord de la localité d'Eringeti, dans le territoire de Beni. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés avertit que la violence en cours dans l'est de la République démocratique du Congo pourrait avoir des conséquences terribles pour le pays dans sa lutte contre le Covid-19. Dans cette partie du pays où le conflit a causé le déplacement de millions de personnes, la violence et surtout l'insécurité pourraient rendre plus difficile l'accès des déplacés aux services de santé publique. Les explications d'Abdourahmane Dia. Dans ce camp de déplacés de Beni, dans l'est de la RDC, ces personnes se font consulter par des travailleurs humanitaires. Ces derniers sont en mission de sensibilisation contre la nouvelle menace qui guette la région, le nouveau coronavirus. Parmi les mesures de prévention prises par le HCR, un contrôle de température au point d'entrée des camps et des centres de transit. Aussi, dans le but de réduire les contacts physiques, le HCR utilise des téléphones portables pour transférer des fonds aux personnes déplacées. Plus de 5 900 ménages ont déjà reçu des téléphones portables et des cartes SIM. Cela m'aidera beaucoup. J'achèterai une couverture. J'ai un petit garçon du nom de Kapula. Il ne parle pas. Tous nos biens ont été volés dans la maison. J'avais aussi utilisé cet argent pour lui acheter des vêtements parce que nous n'avons rien. Pour le HCR, la lutte contre le Covid-19 est juste un nouveau combat qui vient s'ajouter à une liste déjà longue dans cette partie troublée de la République démocratique du Congo. Ce qui nous inquiète, c'est de veiller à ce que, bien que nous soyons à juste titre tellement concentrés sur les Covid et la lutte contre cela, que nous n'oublions pas les autres types de crises qui sont très graves.
La RDC, qui espérait se défaire de l'épidémie d'Ebola, a récemment enregistré un nouveau cas. Les autorités sanitaires doivent donc faire face à 2 maladies contagieuses et mortelles en même temps, alors qu'il n'y a pas de répit dans les attaques des groupes armés dans cette partie du pays. Plus de 5 millions de personnes ont été forcées de fuir leur domicile. Et puis le nouveau coronavirus a officiellement fait plus de 2500 morts en Afrique. Le continent est jusqu'à présent relativement épargné par la pandémie, mais des experts recommandent la vigilance. Au Nigeria, par exemple, on a pu constater une forte augmentation du nombre de décès, pour la plupart inexpliqués, dans le nord de ce pays le plus peuplé d'Afrique, ce qui fait craindre une forte propagation du coronavirus dans cette région. Au cours du dernier mois, Kano, la ville la plus peuplée du Nord, avec près de 10 millions d'habitants, 10 millions d'habitants, qui n'enregistrent officiellement que 32 décès dus à la maladie du Covid-19, a été témoin de centaines de morts, en particulier parmi les personnes âgées. Dans toute l'Afrique, des traditions culturelles séculaires lors des funérailles ont été abandonnées à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Les gouvernements ont imposé des restrictions sur les rassemblements, sur certaines pratiques autour de la dépouille et les enterrements afin d'endiguer la propagation de la maladie. Récit Blanche Sanou. Maki Modimola, 52 ans, vient de perdre sa sœur dans le township sud-africain de Soweto. Elle s'est réunie avec une cinquantaine d'autres personnes, dont des pasteurs et une chorale, pour assurer un service funèbre minimum à l'honneur de sa sœur aînée. Les images que j'ai gardées d'elle, vous savez, la voir allongée sur son lit n'était pas celle que je voulais. J'aurais souhaité la rendre belle comme elle aimait le faire, la maquiller, la pouponner. Malheureusement, à cause des restrictions, je ne pouvais pas. La mort de Marie Modimola, 63 ans, n'est pas due au nouveau coronavirus. Néanmoins, cela a affecté l'organisation de ses funérailles. En Afrique du Sud, la mort est un événement communautaire et les funérailles sont normalement des événements extravagants auxquels assistent des centaines de personnes. Mais aujourd'hui, seules 50 personnes sont autorisées à se rassembler. Et même des rituels comme les veillées nocturnes, la veille de l'enterrement et le lavage des corps par les membres de la famille ont également été interdits. Je suis triste parce que sa vie n'a pas été célébrée. Les gens qui l'ont connue et aussi certains proches n'ont pas pu venir lui dire adieu. Les philosophes et les théologiens disent que le fait de ne pas pouvoir assister à un enterrement peut laisser certains dans l'incapacité d'accepter un décès avec un sentiment de culpabilité. Mais aujourd'hui, les entrepreneurs de pompes funèbres et autres prestataires de services, des fleuristes aux fournisseurs de chapiteaux, ont perdu une partie ou la totalité de leurs clients. En ce qui concerne notre entreprise, elle a été touchée parce que nous, en tant que fournisseurs de services funéraires, notre business est une affaire de bouche à oreille. Donc, quand je fais un enterrement dans une famille, j'espère que les personnes présentes voient la façon dont nous faisons le service. Mais avec la participation qui a été réduite à 50%, nous n'avons plus cette opportunité. La pandémie du nouveau coronavirus a entraîné une baisse d'environ 30% des revenus des maisons funèbres car elles n'assurent plus leur service à la tombe. L'Union européenne a appelé ce mercredi ses membres à rouvrir leurs frontières intérieures pour faciliter le tourisme en dépit de la poursuite de la pandémie de nouveau coronavirus qui frappe plus de 4,2 millions de personnes et a fait plus de 292 000 morts jusqu'ici. L'Allemagne annonce viser une levée à la mi-juin des restrictions de circulation mises en place à ses frontières, ajoutant que ses voisins français, autrichiens et suisses avaient le même objectif. En Chine, la vaste agglomération de plus de 4 millions d'habitants de Jilin, dans la province du même nom, frontalière de la Corée du Nord, a placé mercredi ses habitants en confinement partiel après l'apparition de nouveaux cas de Covid-19, faisant craindre une deuxième vague d'épidémie. Ici, aux États-Unis, le bilan quotidien des personnes frappées par le Covid-19 est reparti à la hausse avec près de 1900 décès supplémentaires en 24 heures. Les autorités sanitaires du comté de Los Angeles, deuxième plus grande ville du pays, ont fait savoir que des mesures de confinement resteraient vraisemblablement
en vigueur jusqu'à la fin du mois de juillet. À la Maison-Blanche, le vice-président américain Mike Pence, dont une proche collaboratrice a été contrôlée positive, a décidé de garder ses distances avec Donald Trump pour quelques jours. Donald Trump qui tient toujours à rouvrir l'économie malgré la mise en garde hier du docteur Anthony Fauci. Le COVID-19 a déjà fait plus de 82 000 morts dans le pays. Restons aux États-Unis pour parler de politique. L'opposition à un second mandat du président Donald Trump a consolidé le soutien du Parti démocrate autour de son candidat à la présidentielle, Joe Biden. Mais la pression des démocrates progressistes en faveur de programmes d'aide plus étendus, en particulier dans le contexte de la pandémie de coronavirus, pousse l'ancien vice-président à considérer des politiques plus à gauche. Des inquiétudes concernant une récente allégation d'agression sexuelle menacent également de briser l'union des démocrates face à l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Brian Patten se penche sur le sujet. Dili Diko raconte. En donnant son soutien à l'ancien vice-président Joe Biden, le sénateur Bernie Sanders, il y a tout juste quelques semaines, rival progressiste de Biden, a clairement fait savoir que le Parti démocrate doit s'unir pour vaincre le président Donald Trump à la présidentielle de novembre. Nous devons nous assurer que nous vaincrons contre quelqu'un qui, selon moi, et je parle en mon nom, est le président le plus dangereux de l'histoire moderne du pays. Cependant, des législateurs progressistes comme la députée Alexandria Ocasio-Cortez restent encore divisés en raison de l'opposition de Biden aux propositions de soins de santé financées par le gouvernement et à l'assistance sociale pour les Américains de la classe ouvrière. Ce que je souhaite au strict minimum, c'est une aide qui étende les soins de santé aux jeunes. La pandémie de coronavirus qui accable les hôpitaux cause de nombreuses fermetures d'entreprises et laisse des millions de personnes sans emploi à brouiller les frontières entre les politiques des républicains pro-entreprise et celles des démocrates pro-travailleurs. Les deux partis se sont désormais unis pour soutenir une relance des entreprises et une augmentation des allocations de chômage. Avec cette crise sanitaire, les politiques centristes se déplacent vers la gauche et selon les analystes, Biden aura besoin de dérouler un programme plus progressiste afin de garder les démocrates unis. Il doit montrer qu'il se rend compte que le pays a changé, que le Parti démocrate s'est déplacé davantage vers la gauche et qu'il y a un réel intérêt pour des solutions plus progressistes. D'autre part, une récente allégation d'agression sexuelle contre Biden pourrait également provoquer des remous au sein du Parti démocrate. Biden a fermement démenti l'accusation de Tara Reade, une ancienne employée du Sénat, ayant déclaré que le candidat l'a agressée dans les années 90. Les observateurs estiment que des incohérences dans les propos de Reade affaiblissent l'allégation et de nombreux collègues de Biden sont venus à sa défense. Les analystes prédisent que Donald Trump cherchera probablement à diviser le Parti démocrate pour tenter de remporter un second mandat, malgré la crise sanitaire et le sévère ralentissement économique. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington et c'est sur VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du Monde aujourd'hui. John Linden, de retour avec vous.
Ouvrons par notre nouvelle série « À quand la reprise ?» qui met en exergue les difficultés que rencontrent les citoyens africains à s'adapter aux nouvelles réalités que leur a imposées la pandémie du nouveau coronavirus. Certains de ces citoyens reprennent leurs activités, d'autres peinent à redémarrer. Aujourd'hui, nous partons à Dakar au Sénégal pour rencontrer Tahirou Sidibé. Il est entrepreneur et la principale activité à laquelle il s'attelle est l'élevage des poulets. Je suis Tahirou Sidibé, à Bax pour les Antilles. Je suis entrepreneur et parmi mes différentes activités, l'élevage de poulets. Il y a eu une récession énorme des ventes. Comme vous le voyez, on fait des bandes de 300 poussins qu'on élève. Une fois arrivé à terme, c'est-à-dire à partir de plus de 2 kg sur pied, on commence à les vendre. Et nos principaux clients sont des supérettes, des restaurants. Et malheureusement, ils sont quasiment tous fermés en ce moment. Derrière eux, on a aussi la vente de proximité dans le quartier. Les familles qui faisaient avant, chaque 2 jours ou 3 jours, venaient acheter des poulets, en achètent de moins en moins. Maintenant, ça passe à 1 fois par semaine. Ça se comprend parce que les salaires ne suivent plus, les moyens ne suivent plus. Les gens ont du mal à trouver de l'argent comme ils le faisaient avant. Avant le Covid, j'arrivais à vendre mensuellement 300 à 500 poulets, moi. Aujourd'hui, depuis le Covid, surtout depuis le 2e mois, on a du mal à vendre 100 poulets, moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut savoir comment vivre, pour ne pas dire entre guillemets comment survivre. Je me rabats sur mes talents d'infographe parce que je continue toujours à faire de la communication numérique pour des clients qui ont besoin de logos, de chartes graphiques et tout. On continue à leur faire. Derrière, c'est l'élevage de poulets qui est un peu plombé, qui a du plomb dans l'aile, si vous voulez passer l'expression. Voilà comment on essaie de survivre pendant cette période. J'ai réduit les bandes. Quand je parle de bandes, je parle d'arrivage de poussins d'un jour. Entre 45 jours, j'avais 3 fois 300 poulets. Tout en sachant que je prenais 350, en me disant qu'il y a la mortalité dedans et la consommation de la maison dedans, parmi les 50 là. Donc j'arrivais à faire 900 poulets en production en 45 jours. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est en 1 mois ou 45 jours, 300 au maximum. Ma production est passée à 1/3. Je ne sais pas pour les autres éleveurs, mais personnellement, je n'ai reçu aucune aide. Et moi, en tant que citoyen, je ne m'attends à rien, franchement. Parce que qui s'attend à quelque chose s'expose à une déception. Et je préfère pas m'attendre de quoi que ce soit venant de la part de qui que ce soit. Je préfère faire mon petit bonhomme de chemin tout seul. Il faut savoir être, je me dis, polyvalent, savoir s'adapter selon les cas de figure qui existent. Sinon, on est dans un mois béni. Tout ce qu'on fait, c'est prier, prier et demander au bon Dieu de nous aider à sortir de cette pandémie le plus tôt possible. Les personnes vivant avec le VIH-Sida au Zimbabwe ont du mal à accéder à leurs médicaments en raison, bien entendu, du verrouillage imposé dans le but de lutter contre le Covid-19. Des restrictions que le gouvernement... Danizo Firé et son mari, qui sont séropositifs, ont déclaré qu'en raison des mesures de confinement imposées par le gouvernement du Zimbabwe, ils éprouvent des difficultés à se réapprovisionner en prescriptions indispensables. It's difficult because of
C'est difficile parce qu'il n'y a pas de moyen de transport pour aller chercher nos médicaments. Certains de mes collègues ne les obtiennent pas de là où ils vivent. Ils doivent parcourir une distance afin de parvenir au lieu d'acquisition. Firi affirme qu'ils sont parmi les patients à haut risque de complications s'ils contractent le nouveau coronavirus. Notre système immunitaire est déjà faible. Nous courons donc un risque élevé de contracter et d'être affectés par ce nouveau coronavirus. Chez la plupart des gens, le Covid-19 provoque des symptômes légers ou modérés tels que fièvre et toux. Pour certains, en particulier les personnes âgées et celles ayant déjà d'autres problèmes de santé, cela peut provoquer des maladies plus graves, notamment une pneumonie, et entraîner la mort. Quant à Fili, elle dit qu'elle ne peut pas se permettre de manquer de prendre ses médicaments même une journée. Voici mes médicaments que je prends à 20 heures tous les jours pour rester en vie. Je ne rate aucun jour. Selon l'ONU-SIDA, en 2018, le Zimbabwe avait l'un des taux de prévalence du VIH les plus élevés d'Afrique subsaharienne, avec 12,7% et 1,3 million de personnes vivant avec le VIH. Mais dans la même année, plus de 38 000 nouvelles infections ont été enregistrées contre 62 000 en 2010. Pendant ce mois de Ramadan, les déplacés somaliens font une collecte d'argent afin d'acheter des denrées pour leur dîner iftar. Les repas marquant dans la rupture du jeûne suite à la propagation du nouveau coronavirus dans le pays. Le secteur informel est devenu quasi inexistant et les déplacés du camp de Chabel à Mogadiscio ont vu leurs conditions de vie se détériorer à mesure que le travail occasionnel a disparu et que les prix des aliments ont fortement augmenté. Les précisions avec Dili Diko. Dans ce camp de déplacés, les femmes s'attellent à préparer l'iftar, un repas du soir au cours duquel les musulmans rompent le jeûne. Mais elles ne se contentent pas de cuisiner pour leur famille. Grâce à une petite collecte d'argent, elles font à manger pour toute leur communauté, une manière de rester solidaires en pleine pandémie de coronavirus. Quand le coronavirus a fait son apparition dans le pays et que les gens ont cessé de sortir pour aller travailler, nous avons commencé à collecter 50 centimes, $1, voire 2. Ainsi le soir, nous partageons l'iftar, nous mangeons ensemble et ensuite nous repartons chez nous. Bien que les autorités somaliennes aient recommandé aux populations de faire de la distanciation sociale et de se laver les mains pour éviter la propagation du coronavirus, en Somalie, ces deux recommandations sont pratiquement impossibles à satisfaire. Nous partageons l'iftar depuis le début du Ramadan parce que les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté et que nous ne pouvions pas nous permettre d'acheter assez de nourriture pour le Ramadan. Mais nous sommes heureux de partager de manière fraternelle. Selon les informations partagées par l'OMS et les officiels somaliens, le pays compte près d'1 millier de cas de coronavirus et le plus grand nombre de décès dans la région. Dans le camp, les moyens sanitaires manquent terriblement. Mon mari ne pouvait pas sortir travailler aujourd'hui. Alors nous avons pris à crédit les denrées pour l'iftar dans une boutique. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons même pas de bâche en plastique pour couvrir cet abri. Et dans les toilettes, nous n'avons pas de savon pour nous laver les mains pour lutter contre le coronavirus. En Somalie, les prix des aliments de base comme le riz, le sucre et le lait sont désormais très élevés. Et les Somaliens imputent la hausse à la crise de coronavirus. Dans les camps, les déplacés continuent à prier pour avoir un peu de répit. Et nous retrouvons tout de suite Yacouba Ouedraogo et c'est dans le cadre de son segment sport. Et on commence, Yacouba, par le basket. Bonsoir à tous, je vous propose cette rubrique sportive dans ce petit plateau de basketball. Nous commençons d'ailleurs par la balle au panier avec des nouvelles de la NBA. Ça se tiraille toujours sur la reprise ou pas de la saison suspendue. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré que le championnat pourrait redémarrer en juin. La Ligue cherchant à jouer dans un ou deux endroits, Orlando et Las Vegas, étant les principaux prétendants. Silver a signifié que la Ligue pourrait finir par jouer sans supporters dans les tribunes en 2021. Il dit vouloir des tests quotidiens pour tous les joueurs et une mise en quarantaine immédiate de ceux dont le test au virus du Covid-19 sera positif. Il a ajouté que les 30 franchises se sont engagées à reprendre le jeu
et que la Ligue se penche sur un minimum de 3 semaines d'entraînement avant le redémarrage. De son côté, l'ancien joueur vedette des Los Angeles Lakers, Shaquille O'Neal, plaide pour l'abandon définitif de la saison 2019-2020 du championnat NBA. Nous restons ici aux États-Unis pour revenir sur le sacre du Français d'origine camerounaise Francis Ngannou en MMA, entendez arts martiaux mixtes. C'était samedi dernier au Veterans Memorial Stadium de Jacksonville en Floride. Francis Ngannou n'a eu besoin que de 20 secondes pour mettre KO Jairzinho Rozenstruik de Suriname. En l'absence de fans, ce KO de Ngannou s'est déroulé dans un silence absolu, lui donnant plus l'air d'une agression dans une ruelle que d'un véritable moment sportif emblématique. Mais n'empêche, cette victoire diffusée en direct sur la télévision ESPN marque le premier événement sportif majeur ici aux États-Unis depuis que le nouveau coronavirus a mis le monde sportif à l'arrêt il y a 2 mois. Football sur le continent, le Burundi va reprendre son championnat à partir du 21 mai, soit 1 mois après la suspension de la dernière compétition du ballon rond sur le continent. Cette décision a été prise par les autorités pour permettre la tenue de rassemblements politiques dans les stades avant les élections générales prévues le 20 mai. La Fédération burundaise de football a aussi annoncé que les demi-finales et la finale de la Coupe nationale se dérouleront à partir du 23 juin. Certains pays comme la Guinée, le Burkina Faso, le Niger, l'Angola ou le Kenya ont définitivement arrêté leur saison 2019-2020. D'autres comme le Mali, le Maroc espèrent continuer dans les mois à venir. Au Maroc, justement, le sélectionneur Vaïd Alilozic verra son salaire réduit de moitié. Ainsi en a décidé la Fédération royale marocaine de football après une réunion extraordinaire consacrée aux conséquences de la suspension des championnats de football. Tous les entraîneurs des équipes nationales ont accepté des réductions de leur salaire allant de 20 à 50%. La Fédération a aussi approuvé un plan d'aide aux arbitres dans un contexte où 95% d'entre eux n'ont plus de revenus. En Europe, la Bundesliga allemande va reprendre ce samedi 16 mai à huis clos pour sa 26e journée avec le derby de la Ruhr Dortmund-Schalke 04. Le leader Bayern Munich, qui compte 4 points d'avance sur Dortmund après 25 journées, jouera dimanche à Berlin contre le promu Union. Le championnat allemand sera ainsi le premier grand championnat européen à se relancer sans spectateurs après 9 semaines de pause forcée à cause du coronavirus. Il va être suivi en juin par la Liga espagnole, dont des clubs comme le Real Madrid et le FC Barcelone ont repris les entraînements cette semaine. En athlétisme, par contre, le risque d'une saison blanche est élevé. La finale de la Ligue de Diamant, circuit majeur de l'athlétisme mondial prévu du 9 au 11 septembre à Zurich, et le meeting de Londres prévu les 4 et 5 juillet ont été annulés à cause de la pandémie. Ces 2 annulations s'ajoutent au report de toutes les réunions de la Ligue de Diamant programmées en avril, mai et juin. Tout cela renforce les craintes d'une saison blanche pour l'athlétisme, déjà privé cette année des Jeux Olympiques de Tokyo et des Championnats d'Europe à Paris. Il ne reste plus que 4 dates encore maintenues dans le calendrier de la Ligue de Diamant. Monaco en juillet, Shanghai et Gateshead en août et Bruxelles le 4 septembre. Voilà, c'est tout pour cette rubrique sportive que j'ai eu le plaisir de vous présenter. On se retrouve le mercredi prochain. Bye bye. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Portez-vous bien, protégez-vous et passez une excellente soirée.